Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette conférence de presse. Je dis aussi bonjour à monsieur Alain Haus, directeur de la DRAC, monsieur Daniel Payot, adjoint au maire de la ville de Strasbourg. On attend encore madame Tchelkova, la présidente, qui parlera plus tard parce qu'elle a un retard. Et monsieur Cavallari, notre directeur de la danse, qui en bon italien arrive toujours aussi avec un peu de retard. Donc je donne la parole maintenant à monsieur Haus. Mesdames, messieurs, bonjour. Moi j'ai pas d'excuses, je ne suis pas très loin. Donc l'Opéra national du Rhin a fêté cette saison les 40 ans de la réunion des trois grandes villes d'Alsace, Mulhouse, Colmar et Strasbourg. Cette maison exemplaire dans sa structuration a toujours su proposer des productions qui ont fait date dans l'histoire des maisons d'opéra et surmonter avec succès et sérénité les épisodes difficiles inhérents à son fonctionnement quasi unique en France et en Europe. L'État a reconnu en 1997 ce travail engagé par Pierre Barra, puis poursuivi par Alain Lombard et René Terrasson, pour ne citer que les plus anciens, en lui accordant le label d'opéra national en région et en lui octroyant une subvention importante. L'État a également accordé le label de Centre chorégraphique national à son ballet. Son nouveau directeur de la danse, Yvan Cavallari, semble tenir toutes les promesses d'exigence et de rayonnement inscrites dans ce label national. Pour Madame la ministre de la Culture et de la Communication, l'exigence, le rayonnement, la diversité sont autant de valeurs socles au service de chaque public, car chaque individu qui le compose contribue, par l'impôt notamment, à l'Opéra national du Rhin. À cet égard, je souhaite souligner qu'en dépit du contexte budgétaire très difficile que nous connaissons, l'attention portée par l'État au réseau du spectacle vivant ne faiblit pas. Aux côtés des collectivités locales, nos partenaires, l'État continue, arbitrage après arbitrage, de soutenir les artistes, les lieux de création et de savoir, les lieux de diffusion, les lieux patrimoniaux et ceux consacrés à l'enseignement artistique. Voilà. À l'heure où beaucoup d'arbitrages difficiles doivent être rendus, la notion de service public doit rester au cœur de notre réflexion. C'est pourquoi je constate avec satisfaction que la saison verra plusieurs reprises de production qui ont obtenu par le passé un grand succès, permettant d'assumer des projets plus ambitieux et par là plus coûteux. La programmation 2013-2014 est éclectique et équilibrée, permettant de satisfaire les plus avertis comme ceux qui le sont moins et qui mettront peut-être pour la première fois un pied à l'opéra. J'en remercie M. Klemmer et ses équipes. Cet équilibre est essentiel pour éviter que le secteur culturel ne soit perçu comme trop cher et accessoire. Je vous le rappelle, même si cela vous semble une évidence, que la culture est nécessaire à nos sociétés et à nos âmes en toutes circonstances et en toute époque. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je partirai de cette remarque selon laquelle les arts lyriques et chorégraphiques qui nous réunissent ce matin, entre autres ce matin, sont des modes de narration, de mise en scène de la parole et du geste humain particuliers, que l'opéra est à la fois, c'est ça son paradoxe merveilleux, à la fois le lieu de la plus grande artificialité et puis en même temps l'expression d'affect, de relations, de situations, d'expériences qui sont susceptibles de concerner le plus grand monde. Et comme en plus une maison d'opéra, c'est pas simplement ce que l'on en voit quand on va aux représentations, mais c'est aussi des équipes, des métiers extrêmement nombreux, 250 personnes ici et un très grand nombre de métiers, de savoir-faire différents. Bon. Dans ce contexte-là, à partir de ces préambules, disons que je réunis ainsi, on peut comprendre, je crois, qu'il
il va de soi qu'une maison d'opéra, en dehors de la programmation artistique qui va nous être présentée ce matin, a aussi la responsabilité d'intervenir dans différents milieux. Et moi, je vais mettre un tout petit peu l'accent très rapidement sur cette dimension qu'on appelle l'action culturelle, parce qu'il me semble que pour l'Opéra national du Rhin, comme pour la plupart des maisons d'opéra, l'action culturelle ne représente pas une sorte de détail qui serait en plus, mais est au cœur de l'action, et au cœur de la représentation à tous les sens du terme que l'on peut se faire d'une telle maison. Donc comme toutes les maisons d'opéra du monde, l'Opéra national du Rhin est confronté à un préjugé qui est finalement tenace, préjugé selon lequel la forme artistique de l'opéra et la forme artistique de la chorégraphie n'intéresserait, comme par nature, qu'une minorité d'habitants, une sorte d'élite plus ou moins privilégiée. Or, non seulement ce préjugé ne tient pas si on le considère d'un point de vue historique, mais c'est vrai qu'il est vivace d'un point de vue sociologique, et il impose que chacune des maisons d'opéra, entre autres, et peut-être on pourrait dire chacune des entreprises culturelles et artistiques fassent un effort pour partager l'intérêt et le plaisir que nous prenons à ces formes, que nous le partagions avec le plus grand nombre possible de nos concitoyens, et en particulier avec les publics qui, pour des raisons diverses, médicales, sociales, sont actuellement le plus éloignés des formes qui sont présentes dans l'opéra. C'est pourquoi l'Opéra national du Rhin mène une politique tout à fait volontaire de partenariat, et avec des tas d'associations, d'institutions, d'organismes avec lesquels elle partage cet objectif généreux d'une communication, d'une participation du plus grand nombre à ce plaisir finalement que nous ressentons nous parce que nous sommes un petit peu à titre différent du sérail. Et je voulais simplement citer un certain nombre de ces institutions pour terminer, parce que je trouvais que ça pouvait avoir du sens d'entendre ces noms-là dans ce cadre, puisque ces noms font partie aussi du travail au quotidien de l'Opéra national du Rhin. Alors par exemple du côté pédagogique, vous savez qu'il y a un grand effort pédagogique en association avec le rectorat de l'Académie de Strasbourg, d'ailleurs aussi en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles sur ce créneau-là d'intervention. Je pourrais citer de nombreux établissements scolaires qui se trouvent ou non dans des zones d'éducation prioritaire ou dans des contextes de contrats éducatifs locaux. Donc ça, c'est une partie très importante. Du côté du social, disons pour dire les choses très généralement, des actions sont entreprises de façon très, très étroite avec une association comme Tôt ou Tard à Strasbourg, avec l'association Culture du Cœur dans le Haut-Rhin, avec par exemple l'association de solidarité des travailleurs immigrés, avec des centres socio-culturels, par exemple l'Escale à la Robertsau, avec lequel l'opéra a un projet suivi, ou bien avec des quartiers comme les quartiers des Coteaux à Mulhouse. L'action culturelle, elle se développe aussi en milieu judiciaire, protection judiciaire de la jeunesse. C'est là aussi une action très suivie, ou maison d'arrêt de l'Elzo à Strasbourg. Je pourrais citer aussi des institutions qui sont plutôt du côté de la santé, et qui sont nombreuses, des établissements publics de santé en Alsace du Nord, Brumat, l'hôpital Pasteur de Colmar, des centres hospitaliers nombreux, Rouffach, Altkirch, Guebwiller, des nombreux instituts médico-pédagogiques aussi, et puis des actions qui concernent le médical
médicale, mais en particulier en direction d'enfants, au bénéfice d'enfants. Par exemple, l'association régionale d'action médicale et sociale en faveur d'enfants atteints d'affections malignes, et puis le service d'onco-hématologie pédiatrique de l'hôpital de Haute-Pierre. Alors je ne vais pas continuer une liste qui serait fastidieuse si je voulais vous la donner dans son intégralité, mais je voulais que ces noms-là apparaissent ce matin, et vous assurer que l'équipe de l'Opéra national du Rhin entend bien continuer ces actions-là, parce que il est normal, encore une fois, que l'intérêt et le plaisir que nous trouvons aux manifestations lyriques et chorégraphiques, il est normal que nous ayons envie de partager ce plaisir et cet intérêt avec le plus grand nombre possible de nos concitoyens et des habitants. Merci. Merci beaucoup. Au moment de présenter une nouvelle saison, c'est toujours bien de regarder un peu dans le rétroviseur et regarder ce qu'on a réalisé la saison passée. Et je suis vraiment très heureux parce que je veux vous présenter que des chiffres qui sont en hausse. Par exemple, nous avons eu 5% plus d'abonnés que la saison avant. Nous avons atteint plus de 100 000 spectateurs. Nous avons fait un remplissage sur le lyrique de 94%, un remplissage moyen de 90%, et je peux vous dire que depuis le nouveau directeur de la danse est là, pour qu'il ne doive pas le dire lui-même, la fréquentation du ballet a aussi grimpé de 10%, et elle est de 85% en moyenne maintenant. Nous avons atteint 30% de public jeune de moins de 26 ans, donc presque un tiers de notre public. Je peux vous dire que ça, c'est un chiffre, mais vraiment de tous ces chiffres-là, le chiffre le plus exceptionnel, même à une échelle européenne, et je sais de quoi je parle parce que j'ai dirigé pendant 18 ans une maison d'opéra en Belgique où je n'ai jamais atteint de tels chiffres. Et nous avons aussi, et ça c'est vraiment quelque chose que je peux dire que j'ai mis en place, atteint 23% de public étranger. Ça veut dire surtout les Allemands qui viennent à Strasbourg, les Suisses qui viennent à Mulhouse et Colmar. Et donc, ça veut dire que presque une personne sur 4 est une personne internationale dans notre public. Donc, quand j'ai rajouté la mention Opéra d'Europe au logo de l'Opéra national du Rhin en 2009, c'était vraiment un pari. Et je crois que donc avec 23% de public étranger, on est digne de cette mention Opéra d'Europe. On joue vraiment un rôle d'ambassadeur pour la France parce que dans des chiffres récents de l'Opéra de Paris, qui évidemment atteint un public plus grand parce que les salles sont aussi beaucoup plus grandes, mais qui n'atteint que 10% de public étranger, un chiffre qui m'a étonné parce que moi je croyais que beaucoup de touristes visitaient quand même l'Opéra de Paris, ne fût-ce que pour voir le bâtiment de l'Opéra de Garnier. Eh bien, l'Opéra de Paris n'atteint que 10% de public étranger et nous sommes là dans cette zone très européenne au croisement de 3 pays à 23% de public étranger. Donc je crois que ce sont de très bons chiffres qui nous donnent, comment dire, plein d'envie de commencer cette nouvelle saison et j'ai pensé de mettre cette saison sous la thématique de l'innocence. Je crois que dans cette société, dans une crise très grave, avec beaucoup de violence, je crois qu'un peu d'innocence est à sa place, que c'est une qualité qu'on risque de perdre dans cette société très matérialiste. Ne soyons pas pessimistes, mais je crois que, et c'est ça ce que j'ai toujours rêvé, que l'opéra soit un lieu où on n'évite pas les problèmes, mais où on présente les problèmes avec un optimisme, avec une certitude que les crises sont passagères, qu'il faut rester positif et qu'il y a des solutions aussi pour les problèmes dans ce monde. On commence la saison par une fin, c'est très étrange, mais on commence la saison par la fin du cycle Janáček, La Maison des Morts, une nouvelle production de Robert Carsen. Vous allez me dire, oui, l'Opéra du Rhin avait quand même
l'habitude d'ouvrir la saison avec un opéra contemporain qui est présenté aussi dans la programmation de Musica, mais c'était dû aux disponibilités du metteur en scène avec lequel on voulait vraiment finir ce cycle. Et vous savez, ce metteur en scène, Robert Carsen, il met en scène à New York, Londres et Milan et Strasbourg. Donc, on était heureux de trouver cette plage dans son calendrier, mais on n'oublie pas l'opéra contemporain qui sera plus tard dans la saison, je vous en parlerai plus tard. La Maison des Morts, et je me réjouis, je salue la présence de Patrick Mina, que ce sera Marco Letogna maintenant avec l'OPS qui dirige cette œuvre de Janacek. Marco Letogna qui lui adore Janacek. Vous allez voir que Marco Letogna va diriger encore un deuxième opéra dans la saison. Et on a connu d'autres périodes quand même où le directeur musical de l'OPS ne dirigeait pas ou presque pas à l'Opéra national du Rhin. Donc je me réjouis que son directeur musical maintenant dirigera 2 productions dans la saison qui vient. Et donc vous allez me dire, oui, mais la Maison des Morts, qu'est-ce que ça a à voir avec l'innocence? Je peux vous dire que tous ces prisonniers dans ce camp de prisonniers en Sibérie clament leur innocence, et il y a surtout aussi ce très beau jeune personnage d'Alieia qui, lui, est le symbole de l'innocence dans ce camp de prisonniers. J'ai déjà vu la maquette, comme d'ailleurs les productions précédentes, ça se promet d'être une magnifique production. Vous savez qu'il y a quelques semaines, on a eu une autre production de Macropoulos qui était repris par le célèbre théâtre La Fenice à Venise, et que la petite Renarde Rusé, qu'on a créée il y a 2 mois, ira à l'Opéra de Lille au mois de décembre. Donc ces productions voyagent aussi dans le monde. Mais on ne reste pas aussi sombre que ça, on ne reste pas dans un camp de prisonniers toute la saison. Et la deuxième œuvre, ce sera une comédie, une des meilleures comédies de l'histoire de l'opéra, c'est la Cenerentola de Rossini. Vous savez, l'histoire de Cendrillon, vue d'une façon très italienne, mais très réussie. Là, j'ai attiré une jeune metteuse en scène française qui nous avait surpris avec une très belle production du studio la saison passée, L'occasione fa il ladro, donc l'occasion fait le larron, et je lui ai donc confié un autre Rossini, donc la Cenerentola, et le chef d'orchestre sera Enrique Mazzolla, que vous connaissez déjà, qui a dirigé ici aussi Macbeth il y a quelques années, et le rôle titre sera tenu par Maïté Beaumont, qui est la star de l'opéra de Hambourg pour l'instant, et on verra les débuts dans le rôle d'une valeur sûre française, c'est-à-dire c'est Jean-Philippe Lafont qui débutera dans Don Magnifico. Pour les fêtes, on a souvent un opéra très populaire, et ça tombe bien cette année-ci parce que les fêtes se trouvent encore dans l'année 2013. Et vous savez, dans l'année 2013, il y a la commémoration de 3 très grands compositeurs d'opéra, c'est-à-dire Wagner, Verdi et Britten. Donc on vient de faire Tannhäuser et Owen Wingrave, donc on en a déjà eu 2 des 3 dans l'année 13. Et donc en décembre, on aura une nouvelle production de Rigoletto, qui est une coproduction entre beaucoup de théâtres qui s'y intéressent. C'est le Festival d'Aix-en-Provence, le Bolchoï de Moscou, la Monnaie de Bruxelles et le Grand Théâtre de Genève. Donc nous coproduisons tous ce spectacle, aussi une mise en scène de Robert Carsen, dans un concept très original où Rigoletto est vu comme un clown dans un cirque où je dirais, le reste du personnel est, comment dire, assez perverti, parce que quand vous voyez ce premier acte, et aussi le troisième tableau de Rigoletto, c'est quand même un opéra qui traite, oui, d'une certaine dégénération, si vous voulez. Et nous avons un habitué de cette maison qui a encore chanté lors du concert des Deux Rives l'année passée, qui était dédié aux 40 ans de l'Opéra du Rhin. C'est le célèbre baryton Georges Pétéan qui chantera Rigoletto. Et on a un très grand chef verdien qui dirigera, c'est Paolo Carignani.
Vous savez, on ne peut pas faire uniquement des nouvelles productions, même si on en a fait 9 cette année-ci, qui est quand même un chiffre très très élevé. Il est temps aussi de reprendre parfois certaines productions qui ont eu énormément de succès et tellement de succès qu'ils ont récolté des prix. Et c'est le cas d'Aladin et la lampe merveilleuse de Nino Rota, qui avait eu le prix de la critique française pour la meilleure mise en scène il y a 3 ans. Donc on va reprendre cet Aladin pour les fêtes aussi, pour les enfants. Vous savez que nos opéras pour enfants sont un grand succès. On vient de terminer juste là, il y a quelques jours, une série de 10 représentations à Paris de Blanche-Neige. On a eu de magnifiques critiques pour ça, les salles étaient combles, et on a établi maintenant une relation avec le théâtre de l'Athénée à Paris, qui est une magnifique petite bonbonnière, un magnifique petit théâtre à l'italienne, et on y jouera aussi la saison prochaine. On a parlé déjà de Wagner, mais on est dans la saison 13-14, donc en 14 on fait un autre Wagner dans cette ville qui s'intéresse beaucoup à Wagner, et ce sera une nouvelle production de Der Fliegende Holländer, le vaisseau fantôme, qui, donc, comme je vous ai déjà dit, c'est la 2e production que dirigera Marco Letogna avec l'OPS, et ce sera, vous savez, les opéras de Wagner ont déjà été mis en scène par beaucoup de grands metteurs en scène, donc tout le monde essaie un peu de trouver de nouveaux aspects dans ses œuvres, et ce sera le metteur en scène allemand Nikolaus Brieger, qui a le prix de la critique allemande la saison passée pour sa production de Guerre et paix à Cologne, une production extraordinaire, qui donc mettra en scène le vaisseau fantôme dans un concept qui est tout à fait axé sur le matérialisme qui règne aussi dans ce monde, et sur le fait que Daland, en fait, vend sa fille pour de l'or. Ce sera très inhabituel, une vision très moderne, mais qui respecte quand même, je trouve, la tendance de l'œuvre, et on a la chance d'avoir une Zenta qui, elle, chante presque tous les ans à Bayreuth, qui est Ricarda Merbet. On parlait de Wagner, et maintenant je vais vous parler en tant que non-français de mon grand étonnement du répertoire parfois des maisons françaises. Je parle donc des maisons d'opéra françaises, parce qu'il existe, selon moi, vous savez, j'ai un fil conducteur aussi de programmer des œuvres françaises rares, et il existe, selon moi, une œuvre magnifique que personne, mais vraiment personne en France ne joue, et qui pour moi est le Tristan et Iseult, Tristan und Isolde à la française. C'est le roi Artus de Ernest Chausson. Ernest Chausson, déjà dans sa musique, la façon d'orchestrer, etc., est très wagnérien, mais aussi le roi Artus raconte une histoire donc du roi Arthur, n'est-ce pas, moyenâgeuse, un triangle entre un vieux roi qui devait se marier à une jeune femme, mais la jeune femme tombe amoureuse d'un jeune chevalier, donc c'est exactement la même histoire que Tristan und Isolde. Et je peux vous dire, j'ai vérifié quand était la dernière représentation. La dernière représentation était en 2003, et encore, c'était pas en France, mais c'était la Monnaie de Bruxelles qui a fait le roi Artus. Je ne comprends pas qu'en France, avec 25 maisons d'opéra environ, personne ne joue cette œuvre qui, selon moi, est un chef-d'œuvre. Donc, il y a un chef avec un nom français, mais n'est pas français, il est canadien, qui va diriger, c'est Jacques Lacombe, un chef qui fait une très belle carrière. Il y a Keith Warner qui va mettre en scène, et nous avons le baryton français très connu, Franck Ferrari, qui va chanter le rôle d'Artus. Je vous parlais de l'Athénée à Paris, ce magnifique petit théâtre. Et la saison prochaine, on ne jouera pas l'opéra pour enfants là-bas, parce que malheureusement le décor de Aladin et la lampe merveilleuse est trop grand pour la scène de théâtre de l'Athénée. Mais on jouera une autre production du studio qui sont 2 opéras en un acte. C'était l'idée de Vincent Monteil, le directeur musical du studio, de coupler 2 œuvres aussi très rares françaises. C'est Le pauvre matelot de Milhaud et La colombe de
Gounod. Donc, ça sont quand même des œuvres qu'on joue très rarement. Et je peux vous dire que c'est un autre jeune metteur en scène français que j'ai découvert, moi, alors dans une autre production à l'Athénée, Stéphane Vérité, qui est lui aussi un créateur de vidéos, donc il travaille beaucoup avec la vidéo, qui va mettre en scène ces deux opéras en un acte avec le nouveau cru, si je puis dire, des jeunes chanteurs, parce que sur les 8 qui sont là, 6 ont changé, donc il n'y en a que 2 qui restent. Donc le tout nouveau cru des jeunes chanteurs de l'Opéra Studio et pour prouver que ces productions de studio, nous ne les considérons pas comme des productions de deuxième catégorie, je peux vous dire que ce sera un chef français très connu qui dirigera cette production, ces deux opéras, qui est Claude Schnitzler. Alors, je vous avais dit qu'on n'oublie pas l'opéra contemporain, et pour moi c'est très important de le faire, même si ce n'est pas l'année prochaine dans la période de Musica. Et ainsi, on va vous présenter la création en France d'un opéra, d'un des plus grands, je trouve, en matière d'opéra aujourd'hui. C'est un Américain, c'est John Adams, et vous connaissez tous de John Adams, Nixon in China, qui a déjà été joué en France, mais là, on va présenter son œuvre Dr. Atomic. Et là, vous savez, avec les menaces du Corée du Nord et avec les affaires en Iran, etc., on ne peut pas choisir un thème plus actuel que ça, parce que ça raconte l'histoire de Robert Oppenheimer, qui, lui, était un scientifique dans les années 40 et qui a fait des essais dans le désert du Nevada pour développer finalement la bombe atomique avec laquelle on a bombardé Hiroshima. Donc, vraiment une œuvre d'une grande actualité, je dirais. Je me réjouis qu'un autre directeur musical, Patrick Davin, qui vient d'être nommé à la tête de l'Orchestre symphonique de Mulhouse, va diriger cette œuvre. Et je dirais une vieille amie de la maison qui avait déjà, donc l'œuvre a été créée à San Francisco il y a 10 ans, je crois, dans une mise en scène de Peter Sellers, et aussi le livret est écrit par Peter Sellers. Et pour cette production de création, il y avait quelqu'un qui assurait la chorégraphie, qu'on connaît très bien à l'Opéra national du Rhin, qui est Lucinda Childs. Et donc j'ai demandé à Lucinda, qui avait déjà fait la saison passée un très beau Farnace de Vivaldi, si elle voulait en faire une nouvelle production. Elle a dit « Oh yes, I would adore it ». Donc c'est Lucinda Childs qui fera la mise en scène. Le rôle de ce Oppenheimer, c'est un rôle très lourd. Il chante du début jusqu'à la fin. C'était créé par Gerald Finley, qu'on connaît aussi, le baryton canadien qui a déjà donné un récital ici la saison passée. Mais je tenais à prendre d'autres chanteurs que ceux qui ont créé les rôles. Et donc je suis tombé sur un autre habitué de nos récitals, parce que ce rôle majeur, donc le rôle principal, est un rôle de baryton intellectuel, je dirais, et donc c'est Dietrich Henschel, le célèbre baryton allemand qu'on considère en Allemagne comme le successeur de Dietrich Fischer-Dieskau, qui va chanter ce Robert Oppenheimer. Je vous parlais de succès du passé, et donc évidemment on a eu certains grands succès. On a presque décroché chaque saison des prix. Pour La Nuit de Gutenberg, on a eu la victoire de la musique. Pour Götterdämmerung, on a eu le prix pour le meilleur spectacle lyrique de la saison, et pour Platé, on a eu le prix donc du syndicat des critiques musicaux pour la meilleure mise en scène de l'année. Donc on va reprendre Platé de Rameau, toujours avec Emiliano González Toro, qui était tellement attendrissant, petite grenouille, mais autour de lui, une autre distribution d'autres chanteurs que vous pourriez découvrir, et toujours dirigé par Christophe Rousset, avec ses talents lyriques dans la fosse. Vous savez, on fait aussi une très belle série de récitals à l'Opéra national du Rhin. Il y a 2 semaines, on avait le récital du ténor canadien
Canadien-allemand Michael Schade, ou Michael Schade si vous voulez, très connu, qui chante toujours avec Gardiner et Harnoncourt, etc., mais très peu connu en France. Et il a interrompu à 2 reprises son récital ici en disant « Je n'ai jamais eu un public de récital de Lied aussi silencieux et aussi attentif que vous ici à Strasbourg. » Et il n'a pas exagéré parce que c'était la première fois qu'il venait à Strasbourg dans cette série de récitals. Et je peux vous dire, à chaque fois, je suis en admiration pour le nombre de publics qu'on s'est attiré par cette forme vocale quand même très difficile et de l'attention et de la concentration du public. Donc, je vois que notre présidente vient d'arriver, elle va vous dire un mot aussi. Donc, la saison prochaine de récital, on peut de nouveau vous offrir de très grands noms, comme Christophe Prégardien, qui chantera un récital entièrement dédié à Schubert, une jeune Allemande, pas encore très connue, mais qui est dans les plus grandes maisons déjà, Moschka Erdmann. Il y a la mezzo-autrichienne Angelika Kirchschlager, il y a le baryton basse allemand Albert Domen, et pour finir, 2 très grands chanteurs français, Stéphane Degout, que vous avez encore pu admirer dans Hamlet il y a 1 an, et la grande mezzo française Sophie Koch, qui clôturera et qui chantera les Wesendonck-Lieder de Wagner dans le dernier récital. Évidemment, on donne toujours des concerts et des concerts apéritifs avec les membres de nos chœurs, avec les membres de l'Opéra Studio, aussi bien dans cette salle Bastide que dans le théâtre de Colmar. Et ça me donne l'occasion de passer la parole à notre présidente. Voilà. Vous êtes encore à bout de souffle? Non, ça va, ça va. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, cher Yvan, cher vice-président, mesdames et messieurs, chers amis de l'Opéra. Si vous permettez, je ne vais pas prolonger la partie protocolaire. Je vous prie de bien vouloir excuser mon retard vraiment involontaire. J'ai eu vraiment beaucoup de problèmes pour venir de Colmar. Alors, ces quelques mots, parce que cette conférence de presse est avant tout un grand moment pour notre maison, pour la présentation de la saison. Mais vraiment, si vous permettez quelques mots, nous avons fêté les 40 ans de cette belle maison qui est l'Opéra national du Rhin, syndicat intercommunal qui réunit les 3 villes. Les 40 ans et cette saison ont été l'occasion vraiment de présenter une saison extrêmement brillante, plus de 100 000 spectateurs. On a battu tous les records, donc 9 nouvelles productions. Je pense qu'on peut vraiment en être très fiers. On peut proposer une telle quantité de nouvelles productions grâce à ce travail qui est fait chez nous, grâce aux ateliers techniques, à la présence du chœur, du ballet et de l'ensemble des collaborateurs. C'est vrai qu'on peut être fier de cette fréquentation de 94%, donc de l'augmentation du nombre d'abonnés, de l'augmentation de fréquentation de ballet. Donc on est à 85%. Et c'est vrai, je pense que mon ami et collègue Daniel vous a parlé aussi de notre action culturelle, de la part importante des jeunes, 33 000 jeunes de moins de 26 ans. Aussi, ce qui est très très important, c'est de vous rappeler que l'Opéra national du Rhin travaille sur 4 endroits, donc 3 villes, 4 scènes, 223 levées de rideaux, en collaboration avec les 2 orchestres, et aussi, très important, 64 représentations pour le jeune public. Étant élue colmarienne, bien entendu, je tiens également à saluer le travail de l'Opéra Studio qui s'implique beaucoup, notamment dans la création d'opéras pour jeunes publics. Notre Blanche-Neige a littéralement triomphé, je crois qu'on peut le dire, a littéralement triomphé à partir du 20 avril, donc c'est tout récent, au Théâtre de l'Athénée à Paris. Nous avons été, l'Opéra national du Rhin, classé dans le trio de tête par un grand quotidien
national des opéras hors Paris. Et je pense que c'est extrêmement important de profiter de cette conférence de presse pour rappeler que c'est bien entendu un travail en commun. Et je remercie très très sincèrement, bien entendu, mes chers collègues du comité, le directeur général, Yvan Calagari, mais aussi l'ensemble. Donc nous sommes plus de 240 personnes à l'Opéra national du Rhin. Donc je remercie très sincèrement pour cette réussite l'ensemble des collaborateurs, tous les services, les chœurs, les danseurs, les services administratifs de communication, les services techniques, tout le monde. Cette réussite des 40 ans de l'opéra et de la saison dernière, nous leur devons. Alors c'est vrai qu'on vous parle beaucoup des enjeux par rapport au jeune public et au renouvellement du public. Nous sommes convaincus, je pense que Daniel partage mon analyse, que c'est un enjeu essentiel et c'est pour ça que c'est très important de continuer. Si vous permettez, je terminerai sur cette très belle phrase de Brecht qui disait « Quand on entreprend des combats, on peut gagner et on peut perdre. Mais si on ne se bat pas, on est vaincu. » Donc je pense que c'est pour ça que nous essayons de continuer en croyant, nous tous, que ce soit les élus du comité ou les collaborateurs de l'opéra, que l'opéra, c'est avant tout le passage de l'émotion, le partage de plaisir. Et je suis persuadée que la nouvelle saison que nous avons concoctée, Marc Lemeur et Yvan Calagari, c'est une saison qui nous ravira dans le partage de ce plaisir et de cette émotion. Merci. Vous savez, l'Opéra national du Rhin, ce n'est pas uniquement un opéra, c'est aussi un ballet, c'est un centre chorégraphique national qui a son siège à Mulhouse. Donc, ce sera Ivan Cavallari, le nouveau directeur de la danse, qui vous expliquera sa programmation. Mais avant de passer à la danse, j'aimerais vous montrer un, si je le dis moi-même, très beau film de promotion sur la nouvelle saison qui est en ligne aussi et que notre service audiovisuel a réalisé.
L'innocence pour l'opéra, les sangs pour les ballets, pour la danse. Les thèmes de l'année 13-14, on commence avec Thierry Malandin. Thierry Malandin était danseur au Ballet du Rhin quand il était jeune et il a aussi commencé presque sa carrière. Il a fait une petite création pour la compagnie du Ballet du Rhin, ça fait quelques ans. Et on le retrouve maintenant avec Les Sangs des Étoiles, un chorégraphe français que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien aussi dans le futur avoir plus souvent avec la compagnie. Il y a deux ballets que j'aimerais bien prendre dans le répertoire, c'est Les Sangs des Étoiles et aussi Les Créatures. Je voulais déjà commencer d'ailleurs avec Les Créatures cette année, mais comme on a la création du Schöpfung, j'ai pensé c'est mieux de commencer avec un autre titre pour pas confondre les idées. On commence avec cette grand chorégraphe français. La deuxième production, c'est Pinocchio. C'est une création que je fais avec les West Australian Ballet, ma ancienne compagnie. Et c'est un team tout italien, parce que c'est une histoire italienne avec une musique de Enrico Melozzi. C'était créé pour les ballets. J'aime bien l'idée aussi, en futur, avoir des compositions créées pour nouvelles productions de danse. Et aussi pour la troisième production, que c'est Die Schöpfung von Haydn, et de Uwe Scholz, c'est un grand chorégraphe, c'était l'enfant de Marcia Heide. Et il avait commencé avec cette grande pièce à Zurich, dès qu'il il avait 22 ans quand il a pris la direction de Zurich. Et c'est une pièce que ça fait travailler beaucoup la compagnie. Il y a 34 entrées de corps de ballet, il y a beaucoup du travail pour les solistes, il y a 37 danseurs sur scène. Et bon, c'est comme toujours une question de goût, mais c'est aussi pour moi une façon d'établir un peu, c'est ce que j'insiste tous les jours avec mes filles et mes garçons. Alors les filles doivent monter sur pointe tous les jours parce qu'on est une compagnie de répertoire, ça veut dire il faut danser sur pointe, il faut danser en demi-pointe, il faut rouler par terre, il faut chanter, c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui les artistes ils doivent être très ouverts à expérimenter tout ce que c'est danse, mouvement, mais c'est aussi vrai qu'on doit souligner, pour moi c'est en tout cas important de souligner une chose avec ma direction, avec les Ballets du Rhin, c'est qu'on est une compagnie de répertoire et on commence par en haut, ça veut dire par les pointes, et on descend lentement. Alors, même si c'est la troisième, on a besoin de 3 productions l'année prochaine pour se préparer à cette grande production de Uwe Scholz, qui est mort d'ailleurs très jeune, 47 ans, et la même âge de John Cranko. Et lui, il disait tout le temps qu'il voulait mourir dans le même âge. Eh bien, c'est arrivé comme ça. Bon, le pauvre, il avait aussi un peu de problèmes d'alcool, comme beaucoup des artistes. Et c'est quand même pour moi aussi un petit hommage à cet grand chorégraphe qui est d'ailleurs pas trop connu en France. C'est vrai qu'il était invité souvent à Paris, au théâtre de Saint-Quentin, à Yvelines, avec sa compagnie. Et il a déjà montré une fois en France la création. Mais ce n'est pas un chorégraphe qui a pu rentrer, par exemple, à l'Opéra de Paris ou dans d'autres grandes maisons. Et ça, comme
M. Clément disait « Je ne comprends pas pourquoi cet opéra n'était pas fait en France. Moi, je ne comprends pas pourquoi cette chorégraphe n'a pas pu rentrer dans des grandes maisons comme Royal Ballet et l'Opéra de Paris. » Bon, on l'a fait souvent à Stuttgart. Mais voilà, c'est un peu pour développer cette petite idée. Après, on continue avec Genesis. Pour rester dans le thème du sang, création, Pinocchio transformé en corps en bois, dans un corps en chair, on dit chair, c'est juste chair. Voilà, et Genesis pour développer les forces du ballet du Rhin et voir qui a du talent pour faire de la chorégraphie. On venait de parler avec M. Patrick Devin aussi, qu'il est à la tête de la symphonie de Mulhouse. Et pour moi, c'est très important. Je viens de rentrer, ça fait 3 mois que je suis dans la compagnie, que je travaille avec le Ballet du Rhin, et je commence un peu à analyser, à voir un peu la situation. Et c'est vrai qu'on n'est pas très visible à Mulhouse. En fait, je viens de me couper les cheveux, et le friseur, il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites comme travail ?» Je dis « Je suis directeur du ballet. » Et vous travaillez où? Et il était à côté de notre building. Et je dis « Derrière le coin, depuis 40 ans. » Alors, c'est vrai qu'on a la chance cette année de rénover notre bâtiment, d'avoir des photos devant le bâtiment et de gagner un peu de visibilité. Parce que c'est aussi vrai qu'on a 9 spectacles, à peu près 10 spectacles à Mulhouse, et ce n'est pas assez. Bon, c'est vrai, Mulhouse, ce n'est pas géant, hein, c'est une petite ville. Mais comme on travaille là-bas, enfin, ce n'est pas énorme. Hein. Et c'est vrai que pour moi, comme la compagnie travaille là-bas, c'est important de développer cette visibilité et de faire savoir à qui mange, qui travaille à côté de nous, que nous, on est là aussi. Alors, on a la chance de développer cette building cette année. On a des sorties de secours qui sont très importantes d'ailleurs parce qu'avec cette sortie de secours, on peut inviter les gens dans notre studio. Et après les dialogues qu'on a eus avec M. Devin, on va commencer une petite collaboration, très petite, parce que comme je disais, je viens de commencer, ça fait 3 mois. On danse devant la symphonie, à Mulhouse, des petits morceaux. Après Genesis, on va voir qui va se développer lentement comme chorégraphe. Parce que moi, je ne vais pas tout le temps faire ma chorégraphie. Pour moi, comme je disais, c'est important que les Ballets du Rhin restent une compagnie de répertoire et qu'il y ait une rotation créative. Alors, c'est quelqu'un, et je suis sûr qu'il y a du talent dans la compagnie, ils peuvent continuer à se développer en dansant et pour donner aussi encore plus de visibilité à la compagnie devant la symphonie. On va commencer avec un petit solo, peut-être avec un pas de 2, un pas de 3. Mais pour moi, c'est important que la compagnie danse avec un orchestre. C'est pour ça qu'on a commencé avec les variations Goldberg, parce qu'il y avait un piano. Et ce n'est pas la même chose de danser avec la musique, la tombane. Ce n'est pas la même chose, enregistré. Voilà. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'était aussi très important de travailler dans la création, d'avoir un orchestre, le chœur et les solistes. Alors, on a la chance l'année prochaine de travailler avec 37 danseurs sur scène, parce que je dis toujours à M. Clément que je veux 60 danseurs, et que pour moi c'est important d'avoir l'orchestre. Et alors on a 2 fois l'orchestre l'année prochaine, et on travaille pour les 14-15 pour avoir une fois l'orchestre de Mulhouse et une fois l'orchestre de Strasbourg. Et continuer si on a la chance de continuer cette collaboration avec la symphonie, ça peut ouvrir d'autres portes, d'autres moyens pour développer ou continuer à développer la compagnie.
Voilà, on termine avec Genèse. On a une intervention dans Platée, dans l'opéra. On fait ça dans la salle Ponel. On commence dans la salle Ponel à montrer le talent du chorégraphe de la compagnie. Et en même temps, on danse dans l'opéra ici à Strasbourg. Voilà, alors ça termine comme ça les 13-14, ça termine avec la création et ça va continuer dans les 14-15 sur cette ligne. Pour voir peut-être toute l'année 14-15 que de nouvelles créations. J'ai 3 ans de contrat, alors pour moi c'était important cette année de rentrer, 2e année d'établir et développer, et 3e dédier tout à la création. Après, on va voir si M. Clément va me renouveler le contrat. Et ça dépend, c'est pas vous. Hein, mais... Voilà, merci beaucoup. Avez-vous peut-être des questions? Pas de questions? On a été clair? Merci beaucoup. On se retrouve autour d'un verre, là, dans les couloirs. Merci de votre présence.